Bonjour tout le monde, je suis démutée, tout va bien. Bienvenue dans le troisième webinaire de Noé, merci beaucoup d'être avec nous. J'espère que vous tenez bon en cette cinquième, sixième, septième semaine de confinement, je ne sais plus. Écoutez, nous chez Noé, on est de très bonne humeur puisqu'on a eu une super bonne nouvelle sur le financement. Si vous êtes salarié au chômage partiel ou si vous êtes à Pôle emploi, vous êtes éligible à un financement de 1 500 € pour la formation. Donc, on est hyper content. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, du coup, ceux qui étaient là la semaine dernière vont m'entendre me présenter une troisième fois. Désolée. Je m'appelle Maya. J'ai fondé Noé avec mes deux associés, Jules et Nino. Noé, c'est un programme pour lancer votre carrière de product manager. Avant ça, j'étais VP Product chez Aircall et avant ça, Product Manager chez Blablacar. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Daphné avec nous. J'ai rencontré Daphné chez Blablacar il y a 5 ans. On bossait ensemble. Elle était lead dev et moi PM. Et donc aujourd'hui, elle est software engineer chez Alan. Coucou Daphné. Hello tout le monde. Ah, je ne sais pas si je me suis unmute correctement. Non, on t'entend là. Ouais. Très bien. Et bien, bonjour tout le monde. Parfait. Je crois, Maya, que tu es muté, mais salut à tous. Merde, mais c'est trop bizarre. J'ai l'impression Ouais, là, qu'on c'est se mute, démute chacun. Bon, désolé tout le monde. bon, Donc, on l'entend Jules, ex-PM chez Livy. Du coup, aujourd'hui, je vais vous donner des éléments de réponse sur le sujet comment travailler avec les devs en tant que PM. Et Daphné nous parlera de son expérience. Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent avec Noé. Il y a comme une crainte de travailler avec la tech quand on n'est pas soi-même ingénieur, qu'on ne sait pas soi-même coder. Et donc, on va couvrir un peu ce sujet-là. Donc, c'est pas un cours de notre programme Noé qu'on fait aujourd'hui, hein, mais juste un webinaire sur cette question. Suite au webinaire de la semaine dernière, plusieurs d'entre vous nous ont remercié d'avoir fait quelque chose de court. Donc, on va essayer d'être court encore aujourd'hui. On va avoir 15 minutes de présentation un peu globale. Ensuite, Daph va nous parler pendant 10 minutes sur son expérience, Alan et Blablacar. Et ensuite, on aura des questions. Vous pouvez les poser tout au long du webinaire dans la section questions. N'hésitez pas. Alors, du coup, au programme d'aujourd'hui. Première grande question que beaucoup d'entre vous se posent, est-ce qu'un PM doit être technique, doit s'y connaître en tech pour faire son job? La deuxième question, c'est quelle est la dynamique de travail entre le PM et les devs, et notamment à quel moment on bosse ensemble? Ensuite, on regardera un peu quelques erreurs classiques et des best practices que vous pouvez mettre en place. Et enfin, zoom sur Alan et Blabla avec Daphné. Alors du coup, premier point, est-ce qu'un PM doit être technique? Alors évidemment, vous vous en doutez, hein, ça dépend des boîtes. Il y a quelques boîtes, mais elles sont vraiment minoritaires, où c'est obligatoire d'être un ingénieur, d'être un dev pour être product manager. C'est le cas par exemple chez Screen, qui a un produit ultra technique de cybersécurité. Et donc Arnaud, le CPO, il recrute vraiment que des anciens devs, voire des anciens DevOps. Il y a aussi quelques boîtes où c'est un gros plus, par exemple chez Georges.tech, où ils recrutent principalement des ingés. Dans la plupart des boîtes, néanmoins, c'est pas nécessaire. Par exemple, chez Aircall et chez Blablacar, je pense qu'on était à un ratio 50-50, quoi. 50% de la team qui avait effectivement fait des études d'ingénieur et 50% non. En France, du coup, il y a quand même une grosse tendance qui est que le PM ne doit pas nécessairement savoir coder. Je dis en France parce que, par exemple, à San Francisco, il y a une super grosse influence de Google et de Facebook dans la culture. Et là-bas, ils recrutent que des gens qui ont fait computer science. Et en plus, il y a Berkeley et Stanford qui ont des programmes computer science hyper forts. Du coup, pour être PM là-bas, c'est quasiment obligatoire d'avoir un background en computer science. Mais en France, du coup, c'est pas le cas. Et c'est pas nécessaire de savoir écrire vraiment une ligne de code. Moi, quand je me préparais pour passer mes entretiens pour mon premier job de PM, j'avais fait un cours pour apprendre le Ruby et franchement, honnêtement, ça m'a jamais servi à rien. Par contre, le product manager, il doit avoir des notions, des grands concepts tech pour comprendre la faisabilité de telle ou telle feature, pour pas imaginer des choses complètement à côté de la plaque qui prendraient 2 ans de dev, et aussi pour pouvoir en parler avec les devs sans passer pour un touriste.
Alors, il y en a pas mal de ces concepts. Par exemple, c'est quoi le front-end, le back-end, c'est quoi une API, comment est faite l'architecture d'un produit, quels sont les différents langages, avoir des notions aussi de développement mobile, iOS versus Android, etc. Ça, c'est des choses qu'on va couvrir pendant le programme Noé, pendant la 3e semaine, justement pour vous donner des notions sur ces grands concepts-là qui sont importants pour avoir de la crédibilité auprès de l'équipe tech. Un petit tip sur la partie des langages. Si vous allez sur Welcome to the Jungle, sur la partie tech de la page d'une boîte, vous pouvez voir la stack technique, c'est-à-dire les langages utilisés, et ça peut être intéressant si vous voulez postuler dans une boîte d'avoir une idée. Donc voilà un peu pour la question, est-ce qu'un PM doit être technique et on va essayer aussi de couvrir, du coup, quelles sont les attentes de l'équipe tech vis-à-vis du PM. Alors Daphné nous donnera son point de vue juste après. Dans les grandes lignes, le premier point pour moi, c'est vraiment la priorisation. Il y a toujours, et je dis bien toujours, 15 priorités. Et si on écoute les stakeholders, il y en a toujours au moins 5 qui sont une question de vie ou de mort. Et si on ne les fait pas, la boîte va se cracher. Évidemment, ce n'est pas le cas. Le rôle du product manager, c'est de démêler tous ces inputs-là et de prioriser tout ça entre les objectifs produits, les bugs à résoudre, les améliorations de features, etc. Et d'être hyper clair avec les devs sur cette liste de priorités. Deuxièmement, le rôle du PM, c'est avant tout de bien comprendre le problème, on en a beaucoup parlé, et de savoir l'expliquer à tout le monde de manière claire. La construction de la solution, elle se fait vraiment main dans la main avec le designer et l'équipe tech. Et l'équipe tech, elle a un rôle crucial dans la définition du comment on va résoudre le problème. Une erreur classique du PM, ça va être de un peu overstep sur le rôle des devs et de commencer à donner des directions techniques. Vous devez être capable de comprendre et d'en discuter avec eux si nécessaire, mais c'est vraiment pas votre rôle. Et c'est un équilibre qui est parfois difficile à trouver. Ça dépendra vachement de votre duo lead dev PM, on en parlera après. Mais du coup, voilà, votre rôle, c'est d'expliquer le pourquoi et pas le comment. Expliquer le pourquoi, ça veut aussi dire inclure l'équipe tech dans la recherche et dans les résultats. On en parlera après aussi. Le troisième point, c'est que le product manager, vis-à-vis de l'équipe tech, il doit vraiment pouvoir apporter de la clarté et du focus. Un product manager bordélique, c'est mort. Le PM, il doit vraiment apporter un cadre, c'est-à-dire avoir des specs qui sont rigoureuses sans ambiguïté, communiquer de manière claire le problème, les objectifs, et aussi être efficace dans sa communication. Ne pas spammer l'équipe tech avec 4 messages par heure pour qu'ils puissent se concentrer sur le dev. Alors, dans la manière dont vous allez bosser avec la tech quand vous serez product manager, il y a plusieurs moments qui sont un peu les moments clés où vous vous retrouverez. Le premier, c'est le stand-up qui a lieu tous les jours, en l'occurrence tous les matins. Et c'est un meeting qui s'appelle stand-up parce qu'on est tous debout et l'objectif, c'est que ce soit rapide. Et c'est pour ça qu'on est debout, en fait. L'objectif de ce meeting, du coup, c'est de donner pour chacun les objectifs de la journée et d'identifier les potentiels problèmes qu'on pourrait avoir et du coup des réunions qu'on a besoin de faire. L'objectif, c'est pas de les faire pendant le stand-up, justement, c'est de dire, bon, moi, Jean-Michel, j'ai besoin de faire un point avec toi pour discuter de tel truc. Donc, le stand-up, ça, c'est tous les jours dans la plupart des boîtes. Ensuite, on a des moments qui sont à chaque sprint. Alors, le sprint, c'est vraiment une durée de 1 semaine ou 2 semaines où vous allez, en tant qu'équipe, vous engager sur un nombre de trucs à faire, des features, des bugs, etc. Et donc là, vous allez généralement vous retrouver avec la tech au début du sprint, pendant ce qu'on appelle le planning, où on va estimer le temps nécessaire pour faire tel ou tel truc et du coup pouvoir s'engager sur une liste de tâches. Et à la fin du sprint, il y a la démo, où l'équipe va faire une démo généralement à des stakeholders business de ce qui a été fait pendant le sprint. Et puis la rétro. La rétrospective, c'est un moment qu'on va prendre en tant qu'équipe pour se dire un peu ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché pendant le sprint, pour pouvoir s'améliorer en fait de manière continue. Et enfin, il y a des moments qui vont être plus des moments ad hoc, c'est-à-dire quand nécessaire, généralement autour d'un projet. Par exemple, vous allez vous retrouver pour faire des workshops, généralement quand même animés par le PM et le lead dev, par exemple, pour essayer de framer la solution, pour bien expliquer les tenants et aboutissants du problème.
Et ensuite, le deuxième moment, quand vous êtes clair sur le problème à résoudre et la solution, on fait un kick-off généralement où vous allez expliquer à toute la team ce sur quoi on va bosser sur les prochains sprints, etc. Du coup, tous ces moments, ils sont aussi liés aux différentes phases sur lesquelles vous allez bosser en tant que PM avec la tech. Alors, le schéma que vous voyez là, c'est un schéma qui représente les choses de manière bien linéaire. Et évidemment, c'est hyper loin de la réalité. Tout ça, c'est vachement itératif. Il y a bien sûr des boucles. Donc là, c'est schématique hein, pour que vous voyez les grandes étapes. La phase 1, du coup, stratégie et problème, là, c'est vraiment le PM qui est responsable d'aller creuser les objectifs business, la data avec le data analyst, la user research, prioriser. Donc là, c'est deux grands thèmes, stratégie, problème. C'est vraiment les deux grands thèmes des 2 premières semaines de Noé qu'on va couvrir pour vous donner des éléments là-dessus. La deuxième phase, c'est la phase de solution. Ça correspondra à la 3e semaine du programme Noé. Et donc là, il y a le PM, le designer et le lead dev qui vont vraiment bosser ensemble sur étudier la faisabilité tech des solutions, faire des protos, itérer dessus, etc. Une fois qu'on a les idées claires là-dessus, on passe à la phase de dev. Et alors là, ça dépend un peu des boîtes. Il y a des boîtes où le PM, il va être lead sur cette partie-là, sur la partie dev et donc la partie aussi chef de projet opérationnel. Mais la dynamique en ce moment, pour la plupart des boîtes françaises, c'est que c'est vraiment le lead dev qui va prendre l'ownership sur cette partie. Et moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux comme ça. Ça ne veut pas dire que le PM, il n'est pas là, qu'il n'est pas impliqué. Mais ça veut dire que c'est vraiment le lead dev qui a la responsabilité. Donc ça, c'est comme ça, par exemple, chez Uber, c'est comme ça chez Intercom, chez Algolia. Et moi, j'aime beaucoup l'approche d'Intercom là-dessus, qui insiste beaucoup sur cette notion d'ownership, en fait, de responsabilité. Par exemple, ils disent que si l'analyse du problème est mal faite, c'est le PM qui est responsable. Si le design ne résout pas le problème, c'est vraiment le designer qui est responsable. Si l'équipe tech ne délivre pas ce qu'elle a prévu de délivrer, c'est le lead dev qui est responsable. Encore une fois, ça ne veut pas dire que chacun bosse en silo sur ces sujets-là, au contraire, ça veut dire que c'est important d'avoir les idées claires sur la responsabilité, quoi. Et enfin, la dernière phase, du coup, la phase de go-to-market, avec la bêta, le rollout progressif de votre feature, les itérations. Et là, ça va être le PM et ou le product marketing, si vous en avez un, qui va être responsable. Du coup, je vous ai vachement parlé du lead dev. Donc voilà, avec Daphné, on bossait ensemble chez Blablacar. Elle était lead de la team et moi, j'étais PM. Et c'est vraiment un duo qui est hyper important. Alors, pour clarifier, le lead dev, c'est pas l'engineering manager. L'engineering manager, c'est vraiment le manager hein, des devs. Le lead, il va pas forcément être manager. Par contre, il va prendre le lead sur la partie dev du projet et même en dehors de cette partie dev. Du coup, là, l'objectif en tant que PM, c'est que vous bossiez avec ce lead dev en dehors de la partie purement tech. Il y a une phrase qu'on dit souvent dans le milieu produit avec laquelle je ne suis pas hyper d'accord, qui est que le product manager doit être la voix de la tech quand la tech n'est pas dans la pièce. Et moi, ce que je pense, c'est que en fait, la tech doit être dans la pièce dans beaucoup de situations, et en particulier, le lead dev doit être là. Le lead dev, pour moi, il doit être là pour plusieurs raisons. D'abord parce que les PM, ils savent pas tout. Ensuite, parce que ça donne une autre perspective aux gens qui sont là dans la pièce, par exemple, typiquement votre équipe exécutive. Et puis donner aussi cette responsabilité et cette exposition au lead, ça va créer plus d'ownership et plus d'implication dans le projet. Du coup, par exemple, chez Aircall, quand le PM il présentait des décisions stratégiques hyper importantes à l'équipe exécutive, le lead dev, il était là pour présenter aussi. Pendant les présentations roadmap, tous les quarters, où on présentait à toute la boîte la roadmap, c'était aussi le PM et le lead dev qui présentaient ensemble la roadmap pour l'équipe. Donc voilà pour le duo lead dev PM. Et alors avant d'entendre Daphné nous donner son avis sur la question, j'ai un dernier petit point sur un peu quelques erreurs à éviter et quelques conseils sur la dynamique de comment bosser avec la tech. Alors au niveau des erreurs, la première erreur classique qui revient hyper souvent, c'est vraiment d'inclure les devs à la toute fin, c'est-à-dire quand on sait quel est le problème, quelle est la solution et qu'il faut développer. Ça, c'est une erreur parce que c'est la recette spéciale qui va marcher à tous les coups pour que l'équipe soit pas motivée et que du coup, ça mette vachement de temps et ça soit moins efficace pour arriver à la solution. Du coup, l'objectif là, c'est vraiment d'inclure la tech
plus tôt dans le process. Et donc, notamment, une autre erreur à éviter, c'est de ne pas donner le contexte business de pourquoi on fait les trucs. Quels sont les KPI qu'on veut faire bouger, pourquoi, à quelle échéance, etc. La troisième erreur un peu à éviter, c'est qu'il faut avoir en tête en tant que PM que l'estimation, ce n'est pas une science exacte. Donc, il ne faut pas blâmer votre équipe tech si, par rapport à l'estimation de temps de dev qu'ils avaient donné, on n'est pas tout pile sur la bonne date. Et c'est aussi hyper important que vous, en tant que PM, vous sachiez être un peu évangélisateur dans le reste de la boîte sur ce sujet-là. Notamment, moi, il y a un truc qui me semble hyper important, c'est que, par exemple, dans les équipes sales, c'est un monde, c'est une manière de bosser où les choses, elles s'additionnent. Si un sales, il a un lead à 10 000 euros et qu'il y a un deuxième lead à 5 000 euros qui arrive, bah, son pipe, il est à 15 000 euros. Ça s'additionne. En fait, la tech et le produit, c'est pas la même chose. C'est un monde à somme zéro. C'est-à-dire, on a prévu de faire ça. Si on veut ajouter quelque chose, on doit enlever quelque chose. Et on ne peut pas juste travailler 2 heures de plus le soir pour faire une petite feature sur le côté. Ça ne marche pas parce qu'il y a toujours énormément d'implications et de complexité pour chacune des features qu'on doit faire, même pour résoudre juste un bug. Et ça, c'est hyper important que vous l'ayez en tête en tant que product manager et que vous puissiez l'expliquer. Au niveau des conseils un peu que je pourrais vous donner, le premier, qui pour moi est le plus important, c'est d'essayer dans votre boîte, quand vous serez PM, de trouver votre tech soulmate, votre âme sœur tech. Quelqu'un en qui vous ayez hyper confiance et à qui vous pouvez poser toutes les questions, même qui vous semblent les plus débiles quand vous ne comprenez pas quelque chose côté dev. La deuxième chose, c'est d'inclure l'équipe dans la user research. Quand vous planifiez par exemple un call avec un client, invitez un dev avec vous. Ça, c'est top pour lui donner un peu plus une idée de la réalité de comment les utilisateurs utilisent le produit qu'il a codé, quoi. Et enfin, le troisième point, quand vous arrivez dans votre nouvelle boîte, les 2 premières semaines, demandez à un lead dev ou au CTO un overview de l'architecture tech du produit. Comme si vous étiez un enfant de 5 ans. Demandez-lui de vous l'expliquer de manière ultra, ultra basique. Avec Noé, du coup, on couvrira bien cette partie-là pour que vous ayez une idée de l'architecture tech de plusieurs produits. On rentrera vraiment dans le détail là-dessus pour que ça vous donne les bonnes clés de compréhension pour pouvoir être crédible face à un CTO en entretien et aussi dans votre job. Donc, voilà un peu pour quelques erreurs et conseils. Et maintenant, je vais poser quelques questions à Daphné. Et donc, voilà les 3 questions. La première, c'est quoi le workflow d'un software engineer? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ensuite, qu'est-ce que tu attends d'un product manager en termes de rôle et aussi en termes de connaissances tech? Et enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment fonctionne le fameux duo lead dev PM chez Alan et puis chez Blabla? Yes. Alors, donc, du coup, pour la première question, quel est le workflow d'un software engineer? Je dirais qu'on peut le séparer en 4 étapes. Donc, d'abord, il y a la partie framing, la partie implémentation, la partie recette et la partie release. Pour la partie framing, donc en gros, moi, quand je vais bosser sur une feature, je vais suivre les framings, un peu comme tu le disais au début, dès le départ. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où on définit le problème et on cherche les solutions. Donc, c'est un petit peu les étapes qui sont gérées par le PM et le design. Mais je vais quand même suivre tout ce qui se passe pour pouvoir, d'une part, donner mon avis et d'autre part, répondre à leurs éventuelles questions, notamment sur la faisabilité technique et les éventuelles estimations. C'est vraiment hyper utile d'avoir le développeur qui participe au framing. Typiquement, je vais pouvoir, par exemple, alerter sur une partie du code qui est sensible. Donc, par exemple, leur dire attention, si on touche à cette partie du code, ça va doubler le temps de dev. Par contre, à la place, on pourrait peut-être essayer de faire comme ça et d'adapter pour pas avoir à toucher à ce morceau-là. Ou dans d'autres projets, c'est carrément on ne peut pas faire sans le dev pendant la partie framing. Donc, typiquement, j'ai bossé récemment sur un projet qui se basait sur des infos qu'on reçoit de la sécurité sociale et qu'on ne comprenait pas très bien. Donc, j'étais là dès le début pour comprendre les données et avancer avec le PM pour savoir comment on allait pouvoir avancer et qu'est-ce qu'on allait pouvoir implémenter, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ce projet-là. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais au début. Il faut vraiment impliquer les devs dès le début. Ensuite, il vient la partie implémentation qui est donc un peu plus l'idée par le développeur. Donc, ça passe par écrire un working plan
donc vraiment la liste des tâches qu'implique cette feature, et potentiellement le faire valider par d'autres développeurs si c'est un gros projet. Ensuite, on écrit effectivement le code. Une fois que le code est écrit, on le teste sur son ordi pour vérifier que tout fonctionne et qu'il n'y a pas de régression sur le reste de l'application. Et ce, même quand on a des QA, donc des personnes de contrôle qualité. Et une fois que ça c'est fait, on fait revoir notre code par un autre développeur. Donc, il n'y a pas de code qui part en production sans qu'il ait été revu par un autre développeur. Ça, tout simplement pour assurer la qualité du code qu'on écrit. Une fois que tout ça c'est fait, vient la troisième partie, donc la partie recette. Donc, on déploie la feature sur un environnement de test pour demander du feedback au PM et au designer. Tout simplement parce que il y a des choses qu'on n'a pas forcément vues quand la feature était à l'état de maquette. Et quand on l'essaye, on peut se rendre compte qu'il y a besoin de quelques ajustements avant de déployer. Et une fois que ça c'est fait, vient la dernière étape, la partie release. Donc, c'est le développeur qui va mettre en production sa feature et potentiellement annoncer aux équipes qu'on vient de shipper cette feature. Voilà pour la première question sur le workflow. J'espère que c'était clair. Je vais passer à la seconde question. Donc, qu'est-ce que tu attends d'un PM donc, sur le rôle et les connaissances tech? Donc, sur les connaissances tech, je suis d'accord avec ce que disait Maya. Un PM ne doit pas savoir coder. En tout cas, dans la plupart des boîtes. Chez Alan, par exemple, un PM ne doit pas savoir coder. Par contre, effectivement, il doit avoir des connaissances techniques sur les gros concepts. Donc, un petit peu ce que tu disais, back-end, front-end, ce que c'est une API, qu'est-ce que c'est GitHub, ou encore qu'est-ce que c'est une pull request. Ça, vous allez beaucoup l'entendre. Donc, c'est top que ce soit couvert par Noé. Évidemment, faudra pas hésiter à poser des questions nous, on est toujours très contents d'expliquer ce qu'on fait, donc il ne faudra pas hésiter à poser les questions. Et donc, pourquoi c'est utile de savoir tout ça? Déjà, pour se sentir un petit peu plus serein, mais aussi pour savoir et comprendre, par exemple, que si on sort une feature sur web et sur mobile, ça va prendre plus de temps, ou encore savoir que si dans notre entreprise, on a des applications qu'on appelle natives, et ben, si on veut les coder sur iOS et sur Android, ça va doubler le temps de développement. Voilà, c'est pour ces petites choses-là que c'est important d'avoir quand même quelques connaissances techniques. Et ensuite, mes attentes sur le rôle d'un PM. Pour moi, le plus important, ça va être que le PM soit capable de rassembler le contexte nécessaire pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Et donc impliquer les gens nécessaires pour avoir ce contexte, que ce soit les gens de l'équipe data, des user researchers ou peu importe ce qui est à disposition dans la boîte. Parce que on donne un problème au PM, mais il faut vraiment avoir ce contexte derrière. Et pour moi, c'est sa valeur ajoutée de choper ce contexte. Ensuite, il va prendre les inputs de tout le monde quand on essaye de réfléchir à des solutions. Donc, c'est pas le PM qui doit avoir solution à tout. Et ensuite, et c'est là pour moi la plus grande valeur d'un PM, un bon PM pour moi doit être assertif et savoir trancher. C'est grâce au PM qu'on avance vite et qu'on est capable de prendre les bonnes décisions sur des informations qui sont parfois incomplètes ou incertaines. Donc vraiment, le PM, c'est la personne qui donne la direction de l'équipe. Et il y a un autre point qui est pas mal oublié et qui est quand même, d'après moi, assez important, c'est partager les résultats des projets une fois qu'on les a shippés, quelques semaines après, pour impliquer l'équipe. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a quelques semaines, j'ai dû bosser sur des emails qu'on a retravaillés chez Alan. Donc, on a retravaillé le contenu des emails. Et bon, quand on est développeur, c'est pas les projets qui sont les plus intéressants. Voilà, changer le contenu, c'est pas les choses qu'on préfère faire. Mais en fait, c'est quand même des projets qui peuvent avoir de l'impact. Et donc, notamment, là, tous ces emails qu'on avait retravaillés sur la partie remboursement, peuvent avoir un impact sur le taux de contact. Donc, c'est-à-dire que les gens, quand ils vont recevoir cet email, tout sera plus clair pour eux. Ils auront moins besoin de nous contacter pour nous demander plus d'informations. Et en réalité, quand on sait ça en tant que développeur, même si c'était un petit peu ennuyeux à coder, on sait pourquoi on le fait, on sait que c'est utile et donc on rechigne un petit peu moins à le faire. Donc, je pense que c'est vraiment un bon point pour impliquer ces équipes. Et du coup, c'est un truc que je conseille, ouais. Voilà donc pour mes attentes d'un PM.
Et du coup, la dernière question, donc sur la partie duo lead dev PM chez Alan et Blablacar. Alors, bon, les dynamiques étaient très différentes chez Blablacar et chez Alan déjà. Chez Alan, on a beaucoup plus de place. En tant que lead dev chez Alan, donc on appelle crew lead, je participe vraiment à la définition de la roadmap. C'est moi qui suis responsable des objectifs de l'équipe. Enfin, mon rôle est vraiment plus étendu, mais si on prend le rôle de lead dev plutôt qui est plus commun dans d'autres boîtes, même là, en réalité, c'est assez difficile de répondre à cette question parce que ça dépend vraiment du type d'équipe, du PM et du dev en question. Pour moi, vraiment, le plus important, c'est de bien définir les attentes de chacun et les rôles de chacun à chaque étape du projet. Donc, trouver la bonne manière de fonctionner avec son lead dev et se rendre compte qu'on est vraiment tous les deux impliqués de la première étape du projet, donc c'est-à-dire de la définition du problème, à la dernière étape, la communication sur le projet. Donc, la seule chose que je pourrais conseiller, parce qu'il n'y a vraiment pas de recette magique, c'est vraiment de définir ensemble le workflow des projets dans votre équipe et pour chaque étape, définir juste qui doit faire quoi. Comme ça, tout est vraiment très clair. Voilà, j'espère que c'était assez clair, mais c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ces questions, Aya. Trop cool. Merci beaucoup, Daphné. Ouais. Trop cool. On a plein de questions. Juste avant de passer aux questions, un petit mot sur Noé. Jules, sur la slide suivante. Parfait, cool. Du coup, Noé, c'est le programme pour lancer votre carrière de PM. Notre première promo, c'est le 15 juin. Et Noé, c'est d'avoir 4 semaines de formation intensive au job où on va couvrir les 4 dimensions: stratégie, problème, solution et impact. Et du coup, pendant la semaine solution, on aura un gros focus sur la partie tech. Comprendre les grands concepts, deep dive dans l'architecture de plusieurs produits, rentrer dans le détail de tous les rituels avec l'équipe tech, sprint, planning, rétro, etc. Et ensuite, une fois que vous avez commencé votre premier job de PM, avec Noé, vous avez 2 mois de coaching pour vous, parce que les premiers mois de PM sont toujours hyper challengeants, mais aussi parce que c'est un argument qui va rassurer vos recruteurs qui ont souvent des craintes par rapport au fait de recruter des PM sans expérience. Et en fait, pendant les 4 premières semaines de Noé, un dernier petit mot, vous travaillerez sur une vraie problématique apportée par les meilleurs PM de l'écosystème français, dont Alan d'ailleurs, avec Thomas. Et vous présenterez à votre sponsor votre méthodo pour résoudre ce problème et votre solution. Et en retour, il vous présentera la manière dont lui a abordé le problème et sa solution. Du coup, n'hésitez pas à nous écrire si ça vous intéresse. Moi, mon mail, c'est maya@noe.pm pour en savoir plus. On a un webinaire qui est prévu dans 2 semaines sur le thème comment réussir le case study. Et en fait, on a eu le case study des entretiens de PM et on a eu des retours comme quoi ce sujet n'était pas forcément le plus pertinent pour vous. Et en plus, on a déjà un peu couvert ce sujet la semaine dernière. Du coup, on pense qu'on va modifier le thème de ce prochain webinaire dans 2 semaines. Et on voulait en profiter pour faire un petit sondage pour vous demander quel était le thème qui vous intéresserait le plus. On a 3 idées. Le premier, c'est comment bien travailler avec les designers en tant que PM. Le deuxième, c'est quels sont les outils à bien connaître pour être PM. Et le troisième, c'est parler de la user research. Comment on en fait, c'est quoi les best practices, etc. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Et puis, du coup, on peut passer aux questions. J'ai vu qu'il y en avait pas mal. Ouais, il y a plein de questions super intéressantes. Peut-être il faut pas mal de questions sur le rôle du lead dev et clarifier. Donc, peut-être, Daphné, tu sauras clarifier ça, la différence entre le lead dev et le CTO et la différence entre le lead dev et le engineering manager. Alors, encore une fois, ça peut dépendre un petit peu des boîtes pour la partie lead dev. En tout cas, l'engineering manager, c'est vraiment un manager. Donc, c'est de la même manière que vous, PM, vous avez un manager, et les ingénieurs ont aussi un manager, qui est souvent quelqu'un qui a un background technique, mais c'est même pas toujours le cas. Donc, on appelle ça engineering manager simplement parce que c'est quelqu'un qui manage les gens de l'équipe engineering, mais c'est un manager. Ensuite, le CTO, c'est un petit peu le chef de la technique, donc le responsable de toute la partie technique d'une boîte. Donc là, en fait, le rôle de CTO, il va pas mal changer en fonction de la croissance d'une boîte. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, c'est potentiellement le premier développeur de la boîte, donc la personne qui va monter l'architecture. Et au fur et à mesure, c'est lui qui va
être en charge potentiellement de faire grossir l'équipe, de donner une vision à l'équipe. Donc voilà, c'est vraiment la personne qui va chapeauter toute l'équipe technique. Et au-delà de ça, donc dans la manière dont ça marche normalement, dans une équipe produit, on va avoir par exemple un product manager, un designer, peut-être quelqu'un de l'équipe data et des développeurs. Et en général, on a un lead développeur et des développeurs. Le but, ou en tout cas le rôle du lead développeur, ça va être d'être là en amont pour pouvoir justement donner des inputs aux équipes produits et design pendant les parties framing, potentiellement gérer un petit peu les estimations et toutes ces choses-là, et après il va distribuer les implémentations aux différents développeurs de l'équipe. Voilà, Ok. c'était clair. Génial, super clair. Et une question qui est un peu liée, donc peut-être soit toi, soit Maya pouvez y répondre, c'est est-ce qu'un lead dev peut aussi être product manager? Bonne question. En fait, nous, par exemple, chez Allen, on a vraiment un gros lien entre le rôle de crew lead, c'est pas lead dev chez nous, parce qu'on appelle nos équipes des crews, de crew lead et de PM. En fait, on travaille vraiment main dans la main sur tout. Donc, c'est-à-dire que c'est moi, par exemple, qui vais m'occuper du reporting de l'équipe. C'est vraiment... c'est moi qui suis techniquement responsable de construire un rétro-planning pour savoir quels sont les sujets qu'on va explorer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce qui est quand même un truc qui est normalement fait par le PM. Donc, je dirais que ça dépend des boîtes. Je pense que techniquement, c'est possible, mais c'est beaucoup de boulot. Okay. Ouais, moi, j'ai jamais vu ça, mais j'imagine que c'est possible. Peut-être le seul point que j'ajouterais, c'est que généralement, les lead dev, ils passent quand même une grosse partie de leur temps à ne pas coder. Genre peut-être entre 30 à 50%, parce qu'il y a énormément d'autres trucs à faire. Et donc, du coup, si tu es lead dev plus PM, probablement la seule manière que je vois que ça marche, c'est que tu codes pas. Ouais. Donc, tu es vraiment lead dev sur la partie opérationnelle et PM, mais tu codes plus, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. On a une question de Pierre qui nous demande comment est-ce qu'on gère les situations où le PM et le lead dev ne s'accordent pas sur les éléments à développer pendant un sprint. Et sa question, c'est qui doit avoir le dernier mot? Alors moi, je vais répondre pour chez Allen et Maya, tu pourras répondre peut-être pour comment ça se passait chez Aircall. Chez Allen, on fait du lead par projet et donc on est même tous responsables des différents objectifs de l'équipe. Donc si par exemple dans mon équipe on a 3 gros objectifs, on va avoir une personne responsable par objectif. Et donc, ça va être son boulot de défendre ces projets pour qu'on puisse avancer un petit peu sur cet objectif. Et pour le coup, si vraiment on arrive à un point où on n'est pas d'accord et le PM veut qu'on travaille sur le projet A et un autre veut travailler sur le projet B, chez Alan, c'est le crew lead qui va décider. Donc, ce sera moi pour le coup. Alors de mon côté, moi j'ai envie de dire cette situation en fait, faut pas qu'elle existe quoi. Si elle existe, c'est qu'il y a un problème. Ouais, si jamais... voilà, moi non plus j'ai jamais vu ça quoi. Si le PM et le lead dev ils en arrivent à un point où vraiment ils veulent pas lâcher l'affaire, aucun des deux, c'est qu'il y a un petit souci dans le duo. Ma vision des choses, c'est que le PM il est honneur sur la priorisation. Donc, c'est lui qui doit avoir le dernier mot là-dessus. Néanmoins, si le lead dev est opposé à un projet, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison et une raison technique. Donc, dans ce cas-là, parlez-vous, quoi. Ouais. Ok, super intéressant. Et on a une question de Marie qui hésite entre le produit ou faire de la tech. Comment être sûr de son choix et quelles sont les différences majeures? Il y en a beaucoup. Moi, je dirais que la différence majeure, c'est que pour moi, et tu me diras, Daphné, si tu es d'accord, être dev, tout comme être designer, c'est être un expert. C'est être un expert du dev, quoi. Le PM, il va moins être un expert, en fait. Il va faire un peu de design, un peu de business, un peu de data, avoir des notions tech. Donc, c'est plutôt une question de ce que toi, tu as envie de faire de ta carrière et qu'est-ce qui t'attire le plus.
L'autre élément, je pense, qui est important, c'est que la notion de business, justement, elle est quand même assez centrale dans le rôle de PM. Donc, si c'est quelque chose, si toi, tu envisages de devenir tech, c'est peut-être que ça te plaît pas. Et donc, c'est peut-être ça la question qu'il faut se poser, quoi. La partie business est hyper importante. Qu'est-ce que tu en penses, Daph? Ouais, je suis assez d'accord que les métiers sont très différents. Pour le coup, c'est difficile de donner un conseil là-dessus. Je pense que ce que je te conseillerais, c'est d'essayer de trouver plusieurs PM et plusieurs développeurs et de prendre un café avec eux pour comprendre quel est leur quotidien. Et à partir de là, essayer de te faire une idée de ce qui te conviendrait le mieux et pouvoir leur poser des questions. Mais ouais, c'est compliqué. Super. Daphné, on avait une question sur les interactions entre le product designer et les devs. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se passe au quotidien? Ouais, alors du coup, donc nous, quand le designer prend le projet, donc on a défini les solutions et donc le designer va devoir mettre en place les maquettes. Donc on a une relation assez étroite avec le designer dans mon équipe. On s'assure d'être toujours très réactifs l'un pour l'autre pour ne pas se bloquer, parce qu'en fait, quand il est en train de faire ses maquettes, s'il a besoin d'un input de ma part et que je lui donne pas rapidement, en fait, il est bloqué sur ce projet-là. Il peut potentiellement plus avancer. Et de la même manière, moi, quand je suis en train de coder, si j'ai un souci ou je me rends compte que je peux pas faire ce qu'il a prévu dans sa maquette, s'il me donne pas tout de suite un plan B, je suis bloquée, je peux plus coder. Et donc du coup, les interactions, c'est vraiment, quand lui il prépare ses maquettes, être disponible pour lui dire ce qui est possible ou pas, potentiellement lui donner du feedback sur est-ce que nous on pense que les nouveaux écrans sont clairs, parce que on peut aussi avoir un avis sur le produit, et lui derrière, donc valider un petit peu ce qu'il a fait, donc être sûr que c'est bien possible techniquement. Et après, une fois que nous on a commencé l'implémentation, c'est toujours bien le tenir en courant de ce qu'on fait, notamment si on fait des ajustements. Donc s'il y a des choses qu'on a considérées comme pas possibles, le tenir au courant et valider avec lui. Et enfin, quand on développe notre feature, quand on déploie notre feature sur un environnement de test, c'est bien toujours pinguer le designer pour qu'il puisse valider ce qu'on a fait. Typiquement, ça m'arrive quand même assez régulièrement que le designer me dise « Ah oui, mais non, mais là, tu t'es trompé, t'as pas mis la bonne taille de titre, eux, ils sont un petit peu garants de ces choses-là, et du coup, il faut bien leur montrer ce qu'on a fait, quoi. » Ok, génial. On a une question de Joshua qui nous demande quelle serait la plus-value de faire un passage au wagon pour un PM ne venant pas de la tech pour renforcer sa stack technique? Salut Joshua, très bonne question. Nous, on aime beaucoup le wagon. D'ailleurs, Nino, qui est aussi un des fondateurs de Noé, a fait le wagon. C'est vrai que le wagon, ça vous apporte un super bon bagage tech et dev. Néanmoins, le wagon, ça va vraiment, encore une fois, vous apprendre à coder. Donc, ce sera un super atout pour vous, mais c'est peut-être aller un peu trop loin, entre guillemets, dans la connaissance tech, en tout cas nécessaire pour devenir PM, même si c'est sûr que c'est toujours bon à avoir, quoi. Génial. Il y a deux questions qui concernent les data. Premièrement, quelle équipe va voir un PM pour avoir des informations sur les données? Et pour répondre un peu à la question, qu'est-ce que vous attendez de l'équipe de data en tant que PM? Alors du coup, l'équipe data, on attend qu'elle nous aide à répondre à des questions qui vont permettre notamment d'orienter des choix de priorisation. Je dirais qu'il y a deux grandes dimensions pour lesquelles on va avoir besoin de l'équipe data. La première, c'est sur des KPI business. Et ça, c'est des choix qui vont aider à influencer la roadmap globale. Donc, des KPI typiquement d'acquisition, de rétention, de satisfaction utilisateur, etc. Et ensuite, une fois que ça nous a aidé à déterminer les priorités de la roadmap, on va rebosser avec un data analyst pour la priorisation
plutôt au niveau des fonctionnalités et au niveau de l'usage. Donc là, on va regarder sur telle fonctionnalité donnée, par exemple les analytics d'Aircall, disons, quelle est la fonctionnalité que les gens utilisent, par exemple, le plus. Au contraire, quelles sont celles qu'ils utilisent moins, et donc peut-être qu'on va pouvoir tuer dans une version 2. Et encore une fois, ça va aider à orienter des choix de priorisation, mais plutôt au niveau de la feature et pas au niveau de la roadmap. Quelque chose à ajouter? C'est super clair. J'ai à peu près les mêmes attentes, ouais. Cool. On est bientôt à 40 minutes, donc peut-être une dernière question et on répondra au reste des questions individuellement par mail, ne vous inquiétez pas. La dernière question, c'est de Karine. À quel point le PM doit-il rédiger les specs techniques sur les cartes de feature et est-ce que le lead dev participe à la rédaction de ces cartes? Je t'en prie, Daphné. Alors, chez Blablacar, le PM était en charge de nous écrire les spécifications techniques les plus claires possibles et ni le dev ni le lead dev n'y participaient. Chez Allen, c'est un petit peu différent. En fait, on a encore... grâce à cette idée de lead par projet, on va avoir une personne qui va être en charge de définir les spécifications. Ça sera en fonction de qui lead le projet. Si c'est un PM qui lead, ce sera le PM. Si c'est un designer qui lead, ce sera le designer. Si c'est un développeur qui lead, ce sera le designer. Donc, en gros, c'est vraiment la personne qui va leader le projet qui va devoir s'assurer que les spécifications sont écrites et complètes. Et potentiellement, il va pouvoir impliquer d'autres personnes. Donc, par exemple, moi, quand je vais écrire les spécifications d'un projet, je vais toujours demander à mon PM de jeter un coup d'œil, de me dire si c'est clair. Je vais les faire lire au designer pour lui demander si c'est assez clair aussi pour lui et s'il lui manque des infos pour attaquer la partie design. Donc voilà, chez Allen, c'est vraiment distribué. Mais de manière générale, je pense qu'une bonne pratique, c'est quand même que les deux y participent, histoire d'avoir un petit peu les deux points de vue, quoi. Cool, merci Daphné. Ouais, peut-être un des trucs que moi j'ajouterais par rapport à ça, c'est de faire la différence entre les specs techniques et les specs fonctionnels. Et que du coup, ça dépend un peu. Il y a des projets, par exemple, où en termes vraiment fonctionnels pour l'utilisateur, va quasiment pas y avoir de changement. Et donc, du coup, généralement, quand même, la partie tech va plus prendre le lead sur la définition des specs techniques quand c'est un projet purement tech, et le product sur la partie fonctionnelle, ce que l'utilisateur voit, quoi. Mais après, ultra d'accord avec toi, Daphné, sur tout ce que tu as dit. En fait, je parlais des spécifications fonctionnelles uniquement. Ouais. Fonctionnelles, ouais, ok, d'accord. Cool. Bon, il est 12h42, on va tenir notre promesse de faire un webinaire pas trop long. On a plein d'autres questions, donc on va essayer d'y répondre par mail. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. On va regarder les résultats du sondage pour notre prochain webinaire dans 2 semaines. Et puis, d'ici là, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Vous avez mon mail. Et puis, je vous souhaite un très bon confinement. Et merci encore, Daphné, d'avoir été avec nous. Bientôt. Au revoir tout le monde. Merci Daphné. Au revoir. Ciao.